لقاء خاص. Entretien inédit. مقابلة خاصة. Mohamed Cherif Zerguine, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc militant humaniste pour la cause de l'enfance, notamment l'enfance en détresse et abandonnée. On sait combien l'abandon et la marginalisation est difficile à vivre pour un enfant. Donc vous êtes également auteur de 2 ouvrages, 2 livres. Donc le premier, Pupille de l'État, peur de l'inconnu, un deuxième, puisque j'espère qu'il y en aura d'autres, Né sous X dans le monde arabo-musulman. Donc pour commencer, Mohamed Cherif Zerguine, vous êtes originaire de Constantine, votre ville natale. Vous-même, vous n'avez pas connu vos parents, puisque, vous avez été abandonné à la naissance par votre mère. Est-ce que justement la première question qui me vient, est-ce que cela vous a poussé à donc militer pour cette cause, pour les enfants abandonnés? Mais tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je suis très heureux d'être parmi vous. Dire que j'ai calculé quelque chose serait totalement faux de ma part. C'est que j'ai recherché mes origines pendant très très longtemps et à un moment de mon existence, j'ai bifurqué, comme je le dis souvent, vers mes semblables. J'ai été interpellé lors de la visite de ces enfants en détresse par leur regard en deuil, cette détresse, et je me suis dit, moi qui ai eu énormément de chance dans ma vie, paradoxalement, je me dois de dire quelque chose, je dois faire quelque chose, même si c'est 1 milliardième du milliardième de sérénité que je peux offrir à cette catégorie de la population pour qu'elle relève la tête et qu'elle s'insère dans la société, qu'elle décrispe un peu ce regard à l'endroit du né sous X ou de l'enfant abandonné ou de l'orphelin tout court, ça sera déjà un grand pas de fait. Vous sentez un petit peu leur détresse, c'est pour ça que vous les suivez, vous les écoutez? Je la sens, je l'ai vécue, je l'ai traversée, c'est des épreuves très très dures et que je relate d'ailleurs dans le premier, parce que le premier, pour moi, c'est pas un livre, c'est un témoignage, Vous parlez de Pupille de l'État? Pupille de l'État, la peur de l'inconnu, c'est quoi? C'est un témoignage, c'est un récit autobiographique partiel, étayé par des avis de psychanalyse, de religieux, de juristes, et j'apporte mon témoignage sur. Donc j'ai fait parler cet enfant qui était enfoui en moi, j'ai fait parler le bébé, j'ai fait parler l'adolescent qui était dans une détresse profonde, j'ai fait parler l'adolescent qui commençait à s'extérioriser, et grâce à la musique et à cette activité artistique, comme je dis toujours, qui m'a permis de traverser sagement mon adolescence. J'ai pu extérioriser cette douleur et cette souffrance. Bon, maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous le transmettez un petit peu, vous essayez un petit peu de comprendre déjà ce que ressentent ces enfants. Tout à fait, oui. Bon, je ressens, je lis dans les regards, comme je dis très souvent, je lis la détresse, j'exprime souvent, je dis cette montagne de tristesse, elle est légitime, je l'ai vécue moi-même avant de faire la rencontre de cette mère qui m'a mis au monde, mais ça a quand même duré 46 années avant que je la rencontre, donc mais vous savez, moi je suis pas parti à la recherche de ma mère ou de mon père, parce que en tant que je suis parti à la recherche, c'était un problème identitaire en fait. J'avais besoin de savoir d'où, et c'est légitime je pense, pour tout à chacun, de savoir d'où on vient, de savoir à qui on ressemble, même dans le comportement. Moi je parle souvent de l'ADN, ça a été le sujet d'un débat. On va en reparler. L'ADN, il y a des choses qui s'expriment en moi que je ne connais pas chez la famille d'accueil ou dans mon environnement immédiat. Donc c'est ce sourire par exemple, parce qu'on en parle depuis 48 heures. On me dit toujours, malgré que tu as traversé beaucoup d'épreuves, que tu as tes soucis dans la vie et tout, tu es tout le temps souriant du matin au soir.
j'ai dû hériter ça de ma maman ou de mon papa. Je les remercie aujourd'hui. Très bien. Vous en parlez également dans votre deuxième livre, Les enfants nés sous X dans le monde arabo-musulman, dans lequel des juristes, des religions ont apporté leur contribution. Vous revenez d'ailleurs à travers des hadiths, des versets coraniques sur ce phénomène des nés sous X, qui ne devrait pas, selon vous, exister tout simplement dans le monde arabo-musulman. C'est vrai ? Je demande et je revendique, je demande son abolition. Alors, Né sous X, tout d'abord, a été écrit, bon, pour moi, c'est pas un livre, c'est tout simplement un pamphlet, un questionnement d'un concerné à l'endroit de l'exégète et de la société musulmane, pour la bonne et simple raison qu'on a hérité de plusieurs mécanismes de différentes civilisations passées par ici, et qu'on n'a pas fait l'effort de pousser la réflexion et d'utiliser plus notre appartenance. On a une culture, et j'ai osé modestement. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai organisé la campagne de sensibilisation courant 2009, donc je me suis rapproché des institutions de prise en charge, etc., du législateur, et le législateur me semblait frileux à l'endroit du religieux. Et ils avaient peur à chaque fois qu'on leur évoquait, oui, sharia al-islamiyya, je ne sais quoi, c'est les religieux, c'est les extrémistes, c'est les salafistes. Bon, on est rentré dans un... je leur ai dit, écoutez, moi, c'est un truc que je vais essayer je vais faire une approche, je vais aller les voir, ces religieux, en tant que concernés, pas en tant qu'exégète, pas en tant que spécialiste. Avant de rédiger votre... Avant de rédiger, et je me suis investi plus d'une année avec des spécialistes à l'université Emel Abdelkader des sciences islamiques. Donc, il y en avait qui étaient sur place, il y en avait, on dialoguait via les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, Internet et le reste. Et là, je me suis aperçu, donc après ce périple chez le religieux, comme je l'ai écrit, d'ailleurs je pose la question, je leur dis, il y a un paradoxe énorme entre la parole divine et la tradition musulmane, ou alors tout simplement c'est la manipulation monumentale de la destinée de pauvres innocents. Parce que je ne peux pas, quand je dis je demande l'abolition des naissances sous X, je suis qui pour demander ça? Je demande ça sur la base de la compréhension et de la recherche que j'ai effectuée personnellement pour comprendre déjà ma condition. Ce concept d'abandon et de naissance sous X est né sous l'empire colonial. On l'a hérité d'un empire colonial qui est parti, qui a été chassé. On a une culture qui est différente de cet empire qui était là. Et quand vous prenez chez le religieux uniquement le hadith, le très long hadith de Ramidiyya, qui est cité dans les deux Sahih Bukhari ou Muslim, vous constatez que le Ramidiyya, la fameuse Ramidite, quand elle est venue pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'expier du péché, parce qu'à l'époque du prophète, les gens avaient peur du supplice de la tombe, donc elle voulait s'expier du péché de son vivant pour paraître devant le Créateur sans aucun péché, et pas ce qu'on entend à droite et à gauche, parce que souvent il vous dit c'est le prophète qui a exhorté la lapidation, c'est totalement faux. Donc ce hadith, le prophète à aucun moment n'a demandé à cette dame d'aller cacher son fils ou là de tuer cet enfant. Au contraire, il lui a dit tu n'as pas le droit je ne te lapide pas, tu vas mettre au monde cet enfant, ensuite elle est revenue, tu vas l'allaiter pendant les 2 ans, tu l'insères dans la société et après on verra. Qu'est-ce qu'on fait Donc en fait, les naissances sous X n'ont rien à voir avec l'islam. Oui. Ça, c'est un point. Mais ça, c'est parce qu'on m'a dit que le religieux et le législateur ne s'entendaient pas trop sur... Donc moi, je leur dis, écoutez, moi, les naissances sous X, c'est vrai que les Français l'ont institué pour éviter les infanticides. Bon, je pense pas que ça a été le cas chez nous. Il y a beaucoup d'infanticides dans toutes les cultures. C'est connu. Bon, ça c'est encore un autre débat, parce que si on va sur le terrain de l'éducation sexuelle, de la contraception et tout ça, moi je peux tabou sur tabou sur tabou, on a ce qu'on a sur le terrain. Au lieu d'inculquer une éducation sexuelle à nos adolescents, on laisse les adolescents découvrir cette relation naturelle qui n'est autre que la continuité de l'existence de la race humaine. Et quand la jeune fille se retrouve enceinte, c'est terminé, c'est la catastrophe, c'est tout qui tombe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Mais moi, je plaide et je revendique un plan d'urgence, je n'arrête pas de le répéter depuis 2009,
il faut arrêter de parler, de se rencontrer lors de conférences. Bon, c'est bien de faire des conférences. J'ai participé à beaucoup de conférences. J'en ai même organisé à des séminaires sur le concept de résilience, sur la place de l'enfant en islam, sur l'enfance abandonnée, vue par un concerné. Mais aucune retombée significative et concrète sur le terrain. C'est-à-dire qu'au lendemain, ce n'est que conjoncturel. C'est on fête ça, on fête le 1er juin, on fête la fête de l'enfant africain et on passe pas à l'acte. Alors qu'il y a une population incommensurable en détresse sur le terrain, je l'ai dénoncé à maintes reprises sur la presse écrite et à chaque fois que j'ai la possibilité de m'exprimer, et grâce à vous, parce que on fusionne quelque part aujourd'hui, moi, défenseur, entre guillemets, de cette enfance et les médias. Et moi aujourd'hui, donc, c'est très bien de faire ça, mais il y a plus urgent. Moi, je demande un plan d'urgence. Je demande à ce qu'un statut d'enfant soit mis en place. Je demande à ce qu'un code de l'enfance réunisse tous les textes qu'on a et renforcer la protection de l'enfance. Vous appelez également à créer justement une institution à part entière. Mais bien entendu, cela coule de source. Mais écoutez, ce n'est pas une manière de stigmatiser un petit peu cette enfance je ne parle pas... en créant une institution sous la tutelle de la présidence de la République qui s'occupe justement de ces enfants. Dans ce manifeste que j'ai rédigé il y a une semaine. Oui, je l'ai lu d'ailleurs. Voilà, donc je commence par évoquer et revendiquer des points essentiels pour la majorité de l'enfance. Je ne parle pas de l'enfance abandonnée. L'enfance, je parle de l'enfance algérienne d'une manière générale. Mes modestes recherches et mon périple m'ont permis de voir qu'il y avait des aberrations sur le terrain et dans les textes. Je rappelle que c'est le ministère de la Solidarité nationale qui gère le dossier, oui. Oui, et donc je revendique aujourd'hui tout simplement qu'on mette en place un code de l'enfance, qu'on crée le fameux tribunal, qu'on érige un tribunal pour enfants, parce que le tribunal n'est pas là que pour condamner la délinquance juvénile, il est là pour protéger cette enfance. Oui. L'enfance a besoin d'une protection de la part de l'État. L'enfance, c'est l'avenir d'une nation, c'est les générations futures. Et c'est ce que je comprends pas. Il n'y a pas de statut de l'enfance en Algérie, on a 50 ans d'indépendance. Alors, quand vous m'évoquez l'institution, je ne demande pas une institution pour les nés sous X ou pour stigmatiser, comme vous venez de le dire, cette catégorie de la population vulnérable. Non, je demande la création. Je dis dans mon manifeste, dans l'un des points de mon manifeste, que le dossier de l'enfance, d'une manière générale, n'a rien à voir à la solidarité nationale. L'enfant n'est pas une catastrophe naturelle. La solidarité nationale a beaucoup de choses à faire ailleurs. Il serait très intéressant pour tous les Algériens et toutes les institutions algériennes de mettre en place une institution consacrée exclusivement à cette protection de l'enfance, sous la tutelle du président de la République. On le protège de quoi, monsieur Zerbi ? On le protège de tout. Vous voyez ce qu'il y a sur le terrain. Vous avez des réseaux qui enrôlent aujourd'hui des jeunes filles de 12-13 ans qu'on retrouve enceintes, Fledi Ar-Rahma. Vous avez des bébés nés sous X à chaque coin de rue. En 2009, on a dénoncé une fabrique de pupilles de l'État. Quand je dis fabrique de pupilles de l'État, c'est au vu de tout le monde, parce que quelque part, il y a une duplicité collective, parce qu'il est facile de parler lors de conférences, de séminaires, mais il faut sortir sur le terrain, voir ce qui se passe réellement. Il faut aller voir la jeune fille de 13 ans enceinte. Il faut aller voir la fille mère qui se fait violer, qui se retrouve enceinte. Moi, je vais vous parler de ce viol. Quand on trouve une jeune fille de 13 ans enceinte dans un FEA, un foyer pour enfants assistés, ou dans un CSR, un centre spécialisé de rééducation, et qu'on qualifie cette jeune fille adolescente, cet enfant, je dirais même pas femme, qu'on la qualifie de prostituée et de fille de joie, je suis indigné et incommensurablement horrifié. C'est une gosse qui s'est fait violer. Il va falloir comprendre une chose et il va falloir essayer de faire bouger les choses. Et moi, je dis tout simplement que la honte du viol doit changer de camp. Ce n'est pas à la victime d'avoir honte. Pourquoi on ne parle jamais du coupable, du criminel? Parce qu'un viol, pour moi, c'est un crime. Ailleurs, on essaye d'aménager un peu le terme ou le qualificatif concernant cet acte. Moi, je dis tout simplement que c'est un criminel. Et que la honte doit changer de camp. Une jeune fille victime d'un viol doit être prise en charge, doit être assistée, doit être réinsérée, doit être protégée. Et bon, ce qui m'a interpellé, c'est parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles de 13, 14, 15 ans. On a eu l'occasion d'en parler l'année dernière lors du débat sur l'ADN, qui étaient enceintes. Voilà. Vous parlez justement de contradictions, hein. Vous avez évoqué tout à l'heure l'adoption et la kafala. Oui. Donc il y a quand même des contradictions avec les conventions internationales que l'Algérie a signées.
L'Algérie a entériné la Convention des droits de l'enfant avec des réserves sur quelques points, mais la Convention des droits de l'enfant de novembre 1989 est claire. Elle reconnaît le mode, dans son article 20, elle reconnaît le mode de prise en charge qui est la kafala de droit musulman. Le problème est au niveau de la Convention, ça je l'ai dénoncé dans mon deuxième livre, il est au niveau de la Convention en matière d'adoption internationale, qui est de mai 93 de la Haye, qui elle écarte le mode de prise en charge donc de droit musulman. Donc paradoxalement, il y a une convention européenne qui écarte une mesure proclamée par la Convention des droits de l'enfant antérieure, et ce qui met en fait en discrimination flagrante de la part de cette communauté internationale, c'est que là, je ne vais pas parler de l'enfant, je vais tout simplement dire que sur le 1,3 milliard à peu près de musulmans évoluant dans ce monde, sur cette terre, il y a une énorme discrimination à l'endroit du musulman adoptant parce qu'il n'est pas reconnu par la Convention en matière d'adoption internationale, pardon. Pourquoi je l'ai évoqué dans mon deuxième pamphlet, mon questionnement? Pour la bonne et simple raison que, bon, les Occidentaux ont leur mode de prise en charge qui est l'adoption simple ou l'adoption plénière. L'adoption simple ressemble à la kafala, l'adoption plénière, quant à elle, efface le passé de l'enfant et les adoptants se permettent de lui donner son nom patronymique, ce qui est haram fi ad-din عندنا حنايا تبني حرام الآية الرابعة تاع سورة الأحزاب. On le fait pas. On le fait pas, heureusement. Donc c'est pour ça que je m'insurge. Oui. Au niveau du Coran, le verset 4, donc c'est clair, et les lois de la République l'interdisent. Et on laisse un certain mouvement nous emmener vers ce mode de prise en charge, tout en laissant d'un certain mouvement associatif qui est soutenu par des ONG douteuses, et j'en ai parlé ailleurs et je l'ai écrit ailleurs. Très bien, on va revenir un petit peu, Mohamed Cherif Zerguine, votre donc ouvrage Pupille de l'État. Donc on a découvert justement un témoignage très émouvant. Vous avez eu une enfance et une adolescence tourmentée, et vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Comment avez-vous fait pour surmonter toutes ces épreuves? C'est pas évident. La recette magique ou miraculeuse, je ne l'ai pas. Je peux tout simplement, moi, ce modeste récit autobiographique partiel, je l'ai écrit tout d'abord. Très attrayant d'ailleurs. Pour les concernés. C'est-à-dire que pour essayer de leur donner ne serait-ce pas un semblant, un vécu qui est là, qui leur ressemble, qui vient de la même population, qui n'a peut-être pas le même parcours, mais qui a été abandonné comme eux, et qu'en pouvant aller de l'avant, qu'en pouvant prendre les choses et élever le débat, sortir de cette angoisse. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de vos sentiments à l'époque? Comment vous avez pu, déjà quand vous avez découvert que vos parents ne sont pas vos vrais parents, donc comment vous l'avez vécu et quel était votre sentiment et comment vous avez pu justement surmonter ou aller au-delà de tout ça, puisque vous avez réussi? Moi, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce que j'ai découvert d'abord une identité à l'âge de 6 ans quand on m'a inscrit à l'école. On m'a inscrit à l'école avec l'identité, ma vraie identité qui était donc inscrite sur les documents de la DAS. Et de l'autre côté, à la maison, on m'avait donné le prénom de Nordin. Donc Nordin avec le nom des adoptants. Donc j'étais Nordin à la maison et Mohamed Cherif Zerguine à l'école. Quand vous avez 6 ans et demi, et quand la maîtresse vous dit Mohamed Cherif Zerguine au tableau et vous rentrez à la maison à 4 heures pour prendre votre goûter et jouer comme n'importe quel enfant le ferait à cet âge ou ferait une sieste tout simplement, votre mère tout court, parce que je savais pas qu'elle était adoptive à l'époque, vous dit Nordin arwah taftar. Et qu'on vous donne pas de réponse. Quand vous posez des questions, ça c'est l'ignorance de mes parents adoptifs, mais je leur en veux pas pour ça. C'est pas eux. Moi j'en veux pas à la société. Moi j'en veux à ceux qui doivent inculquer une culture à la société. La société, elle est dans son ignorance. Moi c'est l'intellectuel, l'universitaire, le spécialiste, le religieux, l'exégète. On évolue dans une société où l'islam din doula. On a des moyens de communication. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent on a su ce que voulait dire pupille de l'État grâce à vous. On a su la différence qu'il y avait entre pupille de la nation et pupille de l'État grâce à vous. Pupille de la nation, pupille de l'État, c'est celui qui ne connaît rien, qui ne sait pas d'où. C'est l'orphelin.
C'est même pas l'orphelin. Pupille de l'État, c'est l'abandonné. C'est un statut qui a été hérité. C'est un statut qu'on a hérité de l'Empire colonial. Aussi. J'en parle dans mon livre. Avant pupille de l'État, c'était enfant de la patrie. Avant, en 1900, c'est le décret de 1912 qui a institué le statut de pupille de l'État. Donc, on était sous l'Empire colonial français. Mais avant, c'était enfant de la patrie, et avant enfant de la patrie, c'était orphelin. Alors moi, je leur ai dit tout simplement, et vraiment naïvement et naturellement, avec ma légendaire spontanéité, je leur ai dit, mais moi, je préfère qu'elle me dise yatim. Orphelin, ça me blesse pas quand je l'entends. Oui. Mais pupille de l'État, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Enfant illégitime. D'accord. Enfant illégitime, moi, à Ouargla, lors d'une conférence, il y a quelqu'un qui l'a répété 50 fois. Après ma communication, je l'ai interpellé avec grande courtoisie, grande diplomatie. Écoutez, monsieur, avec tout le respect que je vous dois depuis tout à l'heure. Ça vous blesse, Bien Mohamed entendu Chérif? que ça me Oui. blesse. Je ne suis pas illégitime. Je suis devant vous. Il n'y a que mes actes et mon comportement qui peuvent me porter préjudice. Comment vous Pas avez d'où je pu viens. surmonter toutes ces épreuves? Alors, j'ai pu, dans mon inconscience, mon innocence, comme je dis toujours, j'ai traversé sagement mon adolescence en m'exprimant grâce à ma mère adoptive qui m'a inscrite au conservatoire d'Orléans très tôt, donc j'avais 12 ans. Donc j'ai fait du clavier, donc j'ai appris le solfège et je me suis mis à composer, à écrire et à m'exprimer sur scène. J'avais 13, 14 ans. Oui. Et quand les gens évoquaient... D'ailleurs, j'ai été l'auteur de textes. Je suis un peu romantique sur les bords parce que j'écris toujours sur l'amour, mais beaucoup pensaient que j'étais amoureux d'une jeune fille. Moi, je l'ai dit ailleurs. Hein. Moi, je leur disais, je suis pas amoureux d'une jeune fille. Je suis amoureux de ma mère. J'ai envie de retrouver ma mère. D'accord. Et c'est ça que j'exprimais sur mes textes. Dans mes textes, je parlais... Il a fallu vous exprimer quelque part. J'exorcisais quelque Oui, part parce que d'accord. j'avais pas le droit d'en parler à la maison. Oui. J'avais honte d'en parler à l'extérieur. C'est Oui. la société qui stigmatise. C'est un petit peu un message qu'on adresse justement à ces jeunes qui sont absolument. dans le même cas. Absolument. Bon, l'amour que je porte à ma mère, d'ailleurs, j'ai mis 46 ans à la prendre dans mes bras, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est Tout parfait. simplement. J'ai appris également avec vous le terme résilience. C'est un terme psychothérapeutique. C'est un terme qui a été piqué, excusez-moi l'expression, par les psychanalystes de la physique, parce que la résilience, c'est doper un matériau ou un alliage. Donc les psychanalystes Mais vous savez que c'est un concept qui vient de la culture arabo-musulmane? Non. C'est quelqu'un de blindé, quelqu'un à force de traverser les épreuves. Exactement. Quand on bascule pas dans la délinquance ou dans le négatif, on devient blindé, on élève le débat. C'est pas un petit bobo qui va nous faire souffrir. C'est pour ça que je vous disais, je suis souriant du matin au soir. Mais moi, si je vous cite un petit hadith, que l'adversité ne cesse de s'abattre sur le croyant jusqu'à ce qu'il comparaisse devant son créateur sans aucun péché. Ça me fait penser tout de suite au concept de résilience. Et le concept de résilience, ce concept, moi j'ai été vers ce concept et les travaux de Donald Winnicott qui a fait une étude qui s'étale sur 30 années et Shilton Pearce. Et donc Boris Cyrulnik que j'ai lu, donc en fait il y a des passages où j'ai reconnu des épreuves que j'ai traversées et j'ai tenu à parler de ce concept de résilience qui m'a permis de positiver et de m'exprimer aujourd'hui pour défendre cette catégorie de la population. Vous êtes aussi, on va dire, accroché à la religion également. Ça vous a aidé quelque part, Mohamed Chérif Serguine, vous le dites? Accroché à la religion, bon... Vous êtes adressé, j'appartiens à cet ensemble. Accroché à Dieu, on va dire. Voilà, je préfère. Oui. Dans une de mes communications à l'endroit des imams à Constantine il y a quelques années, je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit volontairement, mon apaisement remonte au jour béni où j'ai rencontré l'essentiel dans la religion de ma mère. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je dis l'essentiel dans la religion de ma mère. Pour leur dire que cette dame qui m'a mis au monde est une jeune fille musulmane qui a été admise secrètement à l'hôpital civil de Constantine un fameux 14 novembre 1963. Deuxièmement, pour leur dire, quand j'évoque l'essentiel, c'est qu'au moment où je me sentais profondément blessé et meurtri par cette condition de naissance, j'ai rencontré l'essentiel dans cette religion pour la bonne et simple raison que le divin n'est pas contre moi. En fait, j'avais Dieu avec moi.
Et c'est là que j'ai pu élever le débat et je me suis dit, écoute, toute la société est peut-être contre toi, mais Dieu est avec toi. Donc Très tu bien. peux. Même si vous ne le dites pas, Mohamed Cherif Serguine, dans votre ouvrage Pupille de l'État, est-ce que vous avez fini par retrouver votre maman? Je vous ai dit que je l'avais prise dans mes bras. J'en dirai pas plus. Très bien, je ne vous demanderai pas davantage. Donc, autre question, comment qualifiez-vous votre vie, Mohamed Cherif Serguine, maintenant que vous êtes père et grand-père à 48 ans, Bah, s'il vous écoutez, plaît? moi je me suis marié très très jeune, donc comme je l'ai écrit dans mon Pupille de l'État, la peur de l'inconnu, toute personne qui n'a personne autour de lui, donc qui n'a pas de lien autour de lui, se marie très très jeune. Je vais pas être méchant à l'endroit de la mère de mes enfants, mais c'est la réalité. Je dois m'assumer. Donc on se marie très jeune pour combler un vide. Mhm. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu la chance d'avoir de merveilleux, de très beaux enfants qui sont grands, qui sont mariés et qui évoluent. Mohamed Cherif Serguine, donc on va revenir un petit peu à votre engagement. Maintenant, il y a eu des réformes qui ont été engagées en Algérie. Nous avons une nouvelle assemblée populaire nationale des représentants du peuple. Quel est le message que vous adressez à ces nouveaux responsables et que comptez-vous justement faire pour améliorer ou pour défendre la cause des enfants abandonnés? Quel est le message? Le message, donc, ceux qui sont partis... je pense qu'ils ont entendu mon cri, le cri que j'ai poussé en 2009 à l'endroit de l'enfance abandonnée, parce que j'avais été rendre visite au Conseil de la Nation à quelques membres de ce conseil. Mhm. J'ai beaucoup de soutien. Ça reste encore, c'est pas officiel. Bon, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on m'invite pas moi spécialement, mais qu'on accorde de l'importance à ce fléau et comme je le revendique dans mon manifeste, qu'on se met autour d'une table sagement et qu'on travaille pour faire sortir. Pour finir, bon, je ne vous dirai pas quel est votre rêve parce que vous le dites si bien dans votre ouvrage, né sous X dans le monde arabo-musulman, mais je vous dirai quel est le message que vous adresserez, on va dire, à ces gens qui ont été abandonnés dans leur vie par leur famille. Spontanément comme ça, je leur dirais, écoutez, relevez votre tête, vous n'avez rien à vous reprocher, aucune culpabilité sur vos épaules, vous êtes normalement constitués, regardez-moi, je suis comme vous, il suffit d'agir et il n'y a que vos actes et vos comportements qui pourront vous porter préjudice. Merci beaucoup, Mohamed Cherif Serguine, d'avoir accepté notre invitation sur Radio Algérie Internationale. Je rappelle les titres de vos deux ouvrages, donc Pupille de l'État, peur de l'inconnu, et Né sous X dans le monde arabo-musulman. C'est bien ça? J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en a un qui se prépare pour 2013. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.